L'armée israélienne a confirmé, il y a de cela maintenant quelques heures, le passage donc à cette phase d'opération terrestre plus intense. Ça a été précédé par des bombardements importants. Ce sont les plus importants qu'on ait eus depuis les dernières semaines. Donc on rentre effectivement dans cette phase d'engagement au sol de ce combat. On savait que ça viendrait. Ça n'est donc pas une surprise, mais c'est évidemment un moment difficile. Les Israéliens, vous savez, il y a 350 000 appelés qui sont revenus dans les forces israéliennes à l'échelle d'un pays de 7 millions d'habitants. Ça veut dire que toutes les familles, les amis que j'ai commencé à me faire, mes collaborateurs franco-israéliens, ont tous une fille, un garçon. L'un d'entre eux a tous ses enfants en ce moment dans les unités. Donc ils sont tous évidemment très soucieux. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes allé aux funérailles, vous avez salué, il y a beaucoup de... Il faut rappeler le bilan, n'est-ce pas? 35 Français ont été tués. C'est aussi un très grand drame. 35 Français ont été assassinés par les islamistes du Hamas, c'est bien juste? Oui, c'est effectivement le bilan que nous avons à ce jour. Je crois que c'est, à ma connaissance, le plus grave bilan d'un attentat terroriste en termes de victimes françaises à l'étranger, en tout cas depuis que je fais ce métier. C'est très impressionnant, c'est-à-dire que vous accompagnez des familles dans leur deuil. On a tous ces décès, on a nos disparus, on a 9 disparus. Et puis nous avons des blessés. Je suis encore allé voir à l'hôpital hier un jeune blessé franco-israélien qui a pris 5 balles, mais a réussi à échapper aux terroristes. Il a failli perdre la jambe, mais voilà, il l'a gardée. Donc c'est toute cette action. Et puis on a des centaines et des centaines de Français déplacés qui ont quitté ces kibboutz, qui ont quitté les villes du sud, Sderot, Ashkelon. Vous savez, on a beaucoup de ces Français, ce sont des gens pas très riches, qui pouvaient venir de quartiers dans l'Essonne, beaucoup de Sarcelles, et qui donc vivaient dans ces villes du sud proches de Gaza parce que l'immobilier y est moins cher. Et donc ils sont déplacés, on met en place des aides sociales pour les aider. On va organiser également des secours, des dons pour leur venir en aide. Donc c'est toute une action très impressionnante qu'on est obligé de faire, très proche de cette communauté auquel on fait très attention. Pendant que vous parlez, Frédéric Journès, on vous retrouve bien sûr, mais j'aimerais là aussi le commentaire peut-être du colonel Goya. On voit l'intensité des bombardements, notamment des explosions au loin là. Alors évidemment dans le noir, c'est difficile de distinguer, mais il y a le début de la bande de Gaza. Ce sont les informations de la soirée. Donc des chars sont en mouvement, tous les médias locaux le disent. Et puis plus en profondeur, quelque part là dans le noir, il y a Gaza City, la ville. Oui, ce qui est l'objectif ultime, c'est d'aller planter le drapeau au milieu de Gaza City. C'est ça que toutes ces colonnes blindées vont converger vers Gaza City. Donc là, on est dans une phase peut-être encore de préparation. Ça, on ne sait pas très bien ce qui se passe en réalité. Une phase intermédiaire entre la pause des Européens, là c'est fini, on laisse tomber. On n'est peut-être pas encore complètement dans l'offensive complète, pure et dure, qui pourrait provoquer des réactions internationales. Peut-être qu'on est encore dans une phase de test, un peu, de tout le monde, voir ce qui se passe. Et donc on augmente petit à petit les raids terrestres, progressivement. Mais dans tous les cas de figure, on va converger, ces colonnes blindées, comme celles qu'on a vues l'autre soir, vont converger vers Gazaville, dans un combat qui sera très dur, très méthodique, très long. Et là, les frappes servent soit à préparer l'action aux abords, avant d'arriver sur les lignes urbanisées, on frappe toutes les défenses qu'on a vues, soit par de l'artillerie, soit par les canons des Merkava, par exemple. Et puis à l'arrière, vous avez les frappes un peu plus dures, qui sont encore des frappes aériennes. Bon, j'avoue que je ne sais pas encore très sur quoi les avions continuent de tirer, en réalité. Et on va y revenir dans un instant. Les objectifs, ils restent. L'ampleur dramatique de ce que nous vivons, les bombardements, les morts, les otages français, est-ce qu'il est exact qu'encore à l'heure où nous parlons, on ne sait pas très bien combien ils sont exactement et où ils sont? 9 Français disparus, c'est-à-dire qui ont été soit emmenés en otage, soit dont on ne sait pas où ils sont à ce jour. Pour l'une d'entre elles, nous avons eu une preuve de vie, qu'elle est en détention à Gaza. Pour plusieurs autres, nous avons vu également des preuves qu'ils avaient été emmenés à Gaza. On continue à avoir des éléments additionnels. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que nous, au niveau de mon équipe, on travaille à établir un lien de confiance avec ces familles. Donc on les appelle tous les 2 jours.
à peu près. Moi, je les ai vus à 3 reprises. Le président de la République les a vus dès son arrivée. Catherine Colonna les avait vus dès son arrivée. Notre engagement moral avec elle, c'est que dès qu'on a des preuves de vie, des choses dont on est sûr, on le partage avec eux. En revanche, c'est également la façon dont on fonctionne. On ne leur explique pas comment on travaille. Mais c'est un travail très important. C'est une de nos priorités. Il y a une partie qui est politique. Emmanuel Macron l'a dit, par exemple, il en a parlé directement de cette question des otages avec le Qatar, il en parle avec l'Égypte, il en parle avec les Israéliens. Et puis il y a une partie de ce travail qui est fait par les services de renseignement dont c'est le métier. Frédéric Journès, un mot encore sur le sort des Gazaouis. Vous étiez, la photo en témoigne, vous êtes à la réunion avec Benjamin Netanyahou, le président de la République Emmanuel Macron en face, et vous êtes là à côté. Le rôle de la France pour l'humanitaire, une colère arabe ce soir est en train de monter dans le monde arabe. En voyant ces images, la France va contribuer à l'atténuer, en tout cas en aidant. Il y a ce navire hôpital, le Tonnerre, n'est-ce pas, qui est en route vers les côtes d'Israël. Est-ce qu'on sait où il en est, c'est-à-dire simplement où ce navire va arriver, va accoster et va aider? Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, d'abord, c'est que le président de la République a parlé très très clairement avec les Israéliens, avec Benjamin Netanyahou et tous ses interlocuteurs, du caractère indispensable du respect du droit de la guerre et de l'accès humanitaire, en disant il faut que dans ce conflit, vous soyez attentifs à cette question. Israël est en légitime défense, a le droit de se défendre, mais doit le faire dans le respect du droit international. Si vous voulez une victoire forte, il faut que ce soit une victoire juste. Et les Israéliens l'entendent. Et je trouve que ce qu'il y a eu de fort, c'est qu'Emmanuel Macron leur ait proposé de réfléchir avec eux à la fois sur l'humanitaire, sur la sécurité et sur une perspective politique derrière. Alors le Tonnerre, il a appareillé, je crois, mercredi de Toulon. Ce soir, il a passé le détroit de Messine, donc au large de la Sicile. Nous l'attendons pour dimanche au large de Gaza. Donc c'est un bâtiment amphibie, c'est un vrai hôpital flottant. Vous avez 2 blocs opératoires, 200 marins, il y a tout un personnel hospitalier, tout ce qu'il faut derrière ces blocs pour pouvoir soigner des gens. Et ensuite, avec nos amis européens, avec la Grèce, avec Chypre qui va servir de base arrière, on propose la mise en place de ce couloir humanitaire maritime pour faire arriver l'aide, pouvoir sortir des blessés graves et les ramener, et qu'on ait cette possibilité d'avoir cet accès humanitaire qui est indispensable dans un conflit aussi grave. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un combat urbain, c'est quelque chose de terrible. On doit avoir à cœur les victimes civiles. Je n'oublie pas notre solidarité avec le peuple israélien dans son deuil, dans l'attaque terroriste terrible qu'il a subie. Et en même temps, c'est notre devoir d'être en soutien des populations de Gaza. Nous devons les aider. Ils doivent pouvoir avoir accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments, aux soins. Et c'est ce travail formidable qu'on a également lancé avec les Européens. Alors, on est encore en négociation sur des tas de choses, mais pour que cette aide puisse arriver par la mer, s'il continue à être difficile de la faire arriver par voie terrestre. On a également envoyé un avion, 50 tonnes de matériel déjà arrivé en Égypte, de matériel de soins. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci vivement d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle, petite parenthèse, Israël n'est pas épargné. Tout à l'heure, on vous appelait en début d'après-midi, vous avez dû rentrer dans l'abri parce qu'il y a eu des blessés à Tel Aviv. Le dôme de fer ne protège pas tout. Et donc, ce que vivent les Israéliens en regardant ces images, d'ailleurs, on voit l'accélération des bombardements sous nos yeux, mais simultanément, les Israéliens sont conscients qu'ils prennent aussi des coups. Ils peuvent prendre des coups jusqu'à Tel Aviv. Nous sommes allés au bunker, enfin ce qu'on appelle ici le Mamat, 2 fois aujourd'hui. Je crois que j'y suis allé 23 fois au cours des dernières semaines. Avec Catherine Colonna, à un moment donné, on était en voiture, on a dû s'étendre sur la chaussée. Vous vivez au rythme des détonations du dôme de fer, mais j'entends, comme je vous le disais, de temps en temps, lorsque le vent le porte, le bruit des détonations de l'artillerie à 80 km. Et je n'oublie pas aussi notre solidarité et notre cœur est aussi avec les civils de Gaza qui sont sous ce feu dans ce moment terrible. Ce sont les horreurs de la guerre et nous les vivons tous avec une équipe formidable et solidaire, mais c'est un moment très intense. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Merci infiniment.